La nouvelle de la semaine, c'est Maduro. Nicolas Maduro, le dictateur du Venezuela, a été arrêté en pleine nuit. C'est un criminel recherché aux États-Unis avec une prime de 25 millions offerte par le président Biden. Ces cartels internationaux ont été responsables de la mort de centaines de milliers d'Américains. Et donc, le devoir numéro un d'un gouvernement est de protéger ses citoyens. Et nous avons été terriblement insuffisants au cours des 5, 6, 7 dernières années pour protéger nos citoyens. Il était le chef de l'un des cartels responsables de cela. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Standpoint. Je suis Gabe Graceman. La nouvelle de la semaine, c'est que Maduro, Nicolas Maduro, le dictateur du Venezuela, a été arrêté en pleine nuit par l'armée américaine. Menotté avec sa femme, il a été emmené au tribunal du district sud de New York pour y faire face à des accusations. C'était le Shabbat quand c'est arrivé, donc vendredi soir et samedi, je n'étais ni sur mon téléphone ni sur mon ordinateur. Je l'ai appris dès que la journée s'est terminée samedi. Et évidemment, vivant ici dans le sud de la Floride, c'est une énorme nouvelle. Je voulais d'abord en discuter avec notre invité de la semaine, mon ami, le membre du Congrès américain Carlos Jiménez, que vous voyez en parler aux informations chaque jour. C'est un cubano-américain qui s'est montré très, très vocal contre la dictature, le communisme et le socialisme. Merci beaucoup à Carlos Jiménez, membre du Congrès américain, de nous rejoindre avec tant d'énergie. C'est un plaisir, un plaisir, c'est un plaisir. Comment allez-vous? J'ai été bien. C'est une grande semaine excitante pour beaucoup d'entre nous, même si elle montre aussi la division dans notre pays. Et je ne sais pas à quel point vous voyez cela en personne dans vos cercles, mais j'ai eu un appel hier avec des amis de New York et ils ont dit: Tu te rends compte qu'on a arrêté le président Maduro? C'est horrible et ils ne savent tout simplement pas. Ils ne savent tout simplement pas qui est le président Maduro. Je refuse d'appeler Maduro président, vu ses actions politiques et ce que son parti a fait au peuple vénézuélien. Peut-on clarifier la situation en tant qu'observateur attentif? Monsieur le député, pouvez-vous nous présenter Maduro et expliquer notre choix? Eh bien, ne l'appelez pas président. C'est un dirigeant illégitime d'un gouvernement, un gouvernement narcoterroriste. Il est à la tête d'une organisation narcoterroriste appelée El Cartel de Los Soles. Il participe à la traite humaine, au trafic de drogue et d'armes. C'est une organisation criminelle. Donc, en gros, là, vous avez une bande de membres de gangs criminels qui dirigent un pays. Et c'est ce qu'est le Venezuela. Ils ont mené ce pays à sa perte. C'est un dictateur. Il nie les droits humains fondamentaux à son propre peuple et il est recherché par les États-Unis en tant que criminel. Je veux dire, c'est le président Biden qui a mis une prime de 25 millions sur sa capture. Nous avons doublé cela à 50 millions sur sa capture. Et ce qui s'est passé samedi, c'est que les forces armées américaines avaient besoin de leurs ressources pour protéger. Les agents chargés de l'arrestation, qui sont des agents des forces de l'ordre, devaient intervenir et arrêter Nicolás Maduro et sa femme et les traduire en justice, ici aux États-Unis. Maintenant, sachez que ces cartels et le cartel de Los Odes est l'un de ces cartels internationaux, ont été responsables de la mort de centaines de milliers d'Américains. Et donc, le devoir numéro un d'un gouvernement est de protéger ses citoyens. Nous avons été très insuffisants ces 5 à 7 dernières années pour protéger nos citoyens, alors que des milliers d'Américains mouraient chaque mois, des centaines succombaient chaque jour à des surdoses. Et il était à la tête de l'un des cartels responsables de cela. Et donc, vous savez, c'est ce qui est arrivé à Nicolas Maduro pour dire le président Maduro. J'imagine qu'ils, vous savez, je ne sais pas sur quelle planète ils étaient ces 18 derniers mois. Vous savez, est-ce qu'ils ont entendu? Ils n'ont pas entendu ça? Vraiment? Il a volé une élection que le peuple du Venezuela voulait réellement. Edmond González et Maria Corina Machado pour être le président et la vice-présidente dûment élue du Venezuela, qu'en réalité, il n'a pas pris le pouvoir alors qu'il était censé le faire en janvier, donc rien de surprenant à cela. C'est très similaire à ce que nous avons fait avec Noriega, vous savez, du Panama. Vous savez, je soutiens pleinement l'opération. La question est, quelle suite? Oui. Avant de continuer, puis-je vous demander de prendre un peu de recul? Vous qui vous concentrez sur cela depuis si longtemps? Je sais que c'est la principale raison de votre présence au Congrès et dans le service public. Votre carrière dans le service public, comme chef des pompiers, directeur municipal, maire de comté, puis membre du Congrès, a été très efficace.
Personnellement, qu'avez-vous ressenti en voyant Maduro menotté dans ce survêtement, ramené aux États-Unis sur cette image tristement célèbre? Eh bien, pour moi, c'était comme si je voyais la lumière au bout du tunnel. Je voyais la lumière au bout du tunnel. Pour le peuple du Venezuela, le pays du Venezuela, je peux voir clairement qu'au bout de ce tunnel, je vois un Venezuela libre et démocratique. Je sais aussi que cette même lumière commence aussi à briller un peu sur Cuba. Je veux dire, le Venezuela est l'un des régimes qui soutiennent le régime communiste à Cuba. Le régime à Cuba est dans la pire situation qu'il ait probablement connue dans son histoire. Il pourrait simplement s'effondrer sous son propre poids. Il n'arrive pas à fournir les besoins de base à sa population. Le socialisme et le communisme n'ont jamais fonctionné, ne marchent pas aujourd'hui et ne marcheront jamais. Ceux qui y croient prétendent toujours avoir une nouvelle solution. Ils sont juste stupides. Combien de fois ce système doit-il échouer avant que vous envisagiez autre chose? Eh bien, pourquoi pas le capitalisme qui est celui qui, vous savez, a réussi. Les pays capitalistes sont les plus prospères et offrent le plus à leurs citoyens. Pourquoi ne pas améliorer ce système plutôt que d'en chercher un autre? Le communisme, vous savez, on sait que ça ne fonctionne pas et tous ces systèmes dictatoriaux, tous ces systèmes socialistes communistes finissent par devenir des dictatures, vous savez, qui privent leur peuple. Les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux, le droit à la liberté d'expression et de réunion et la liberté de religion. Vous savez, encore et encore, je ne sais pas combien de fois nous avons, cette leçon doit être retenue, mais c'est ce que je pense qui va se passer. C'est pourquoi je crois qu'il y a de l'espoir, même si le chemin sera difficile. Nous n'avons pas de feuille de route précise pour cela, mais cette lumière que je vois, vous savez, signifie la liberté et la démocratie pour le Venezuela et, espérons-le, pour le reste de l'Amérique centrale et du Sud. Oui, le timing est incroyablement poétique, je pense. De plus, le fait qu'il ait été emmené, lui et sa femme, à New York est terriblement poétique à cause de ce qui s'y passe. Nous avons entendu le directeur du logement de la ville de New York parler de la nécessité de repenser notre façon de voir la propriété et que cela devrait être plus communautaire plutôt que personnel. Ouais, eh bien, c'est ça le capitalisme, mec, d'accord? Oui, c'est absolument du communisme, c'est exactement ça. C'est du communisme pur et dur. Tu n'as pas droit à la propriété. La propriété appartient à l'État. Ils ne disent pas l'État, parce que là, tu te dis, oh, on est dans l'État. Oh non, c'est communautaire. Nous possédons tous ça, tu sais, nous tous. À Cuba, ils possédaient toutes les 38 maisons de Castro, c'était toutes des maisons communautaires. Tu ne pouvais pas y aller. Seul Fidel avait le droit d'y aller et d'y vivre, non? Mais elles appartenaient toutes à l'État et ne lui appartenaient pas, tu vois? Et donc, c'est ce baratin que tu... Oui, c'est pourquoi ils deviennent dictatoriaux et violents. Les gens ne donnent pas leurs affaires. Ils ne diront pas simplement oui, prends-les, État. Revenons au Venezuela. Ceux qui célèbrent ça, et je pense que tout le sud de la Floride le fait, du moins tous ceux qui ont un peu de bon sens, donc beaucoup d'entre nous. Heureusement, il y a une vraie question à se poser sur la suite. Ça n'a pas vraiment été révélé, peut-être pour des raisons stratégiques ou non, sur ce qui va se passer ensuite. On a entendu parler de discussions autour d'une élection. Vous avez dit qu'il devrait y avoir une élection. Je crois que vous avez parlé du court terme d'une manière ou d'une autre. Que savez-vous de ce qui attend le Venezuela d'un point de vue politique? Eh bien, je pense que la suite, c'est qu'il va y avoir des phases. Écoutez, cela vient de se passer samedi. Les gens disent qu'il faut organiser les élections, il faut y aller. Non, parce que ce serait juste le chaos. Il doit donc y avoir un processus. Vous savez, nous avons entendu de l'administration qu'ils contrôlent ou qu'ils ont une influence sur les personnes actuellement au pouvoir qui font partie du régime. Ce dont je n'ai pas envie de m'occuper, pour être honnête avec vous, d'accord? Mais parfois, il faut traiter avec le diable pendant un certain temps. Alors nous traitons avec ces diables pendant un moment. Et ensuite, ils doivent faire ce que nous demandons, espérons-le, puis arriver à un point où vous devez libérer les prisonniers politiques et ensuite vous devez aussi établir une sorte de garantie de sécurité pour que l'opposition puisse revenir au Venezuela afin qu'ils puissent fixer des dates pour des élections, puis mener les campagnes, etc. Et aussi, encore une fois, assurer la sécurité de ces dirigeants de l'opposition. Avoir une élection libre et démocratique vérifiée par des observateurs internationaux, etc., et que les résultats des élections soient également vérifiés, non pas par ce régime, mais par des personnes indépendantes. Ensuite, le peuple du Venezuela pourra avoir un gouvernement libre et démocratique, mais cela reste difficile.
Vous avez ce régime qui est en place depuis 25 ans. Comment démêler cela et comment mettre en place ce dont vous avez besoin afin d'avoir un Venezuela stable, démocratique et libre et que le peuple vénézuélien soit libre de choisir ses propres dirigeants. Et j'espère que cela sera aligné avec les États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Tant que c'est libre et démocratique, alors ils peuvent avoir une nation souveraine. La bonne nouvelle, c'est que le Venezuela dispose de beaucoup de ressources et ils possèdent les plus grandes réserves de pétrole au monde. Ils ont vendu leur pétrole à prix réduit parce qu'ils ont été sanctionnés par beaucoup de pays. Et donc, tu sais ce que ça veut dire. Il y a essentiellement du pétrole vendu au marché noir, ce qui fait que tu obtiens toujours un prix plus bas. Donc, les Chinois et les Russes achètent leur pétrole à prix réduit, le raffinent, puis le revendent et en tirent un profit pour eux-mêmes. Maintenant, le peuple vénézuélien va pouvoir récolter les bénéfices de ces ressources, le pétrole, l'or et d'autres ressources qu'ils possèdent au Venezuela, toutes ces richesses qu'ils ont. Cuba, c'est différent. Ils n'ont pas ces ressources, mais parlons du Venezuela. C'est ce que je constate et je ne pense pas que ça va arriver. Vous savez, dans un an, je pense qu'il faut organiser des élections d'ici quelques mois. D'accord, peut-être pas dans 2 mois. Mais dans quelques mois, il faut voir des progrès, sinon des élections complètement organisées au Venezuela pour qu'ils accèdent à une vraie démocratie. Il faut de la stabilité dans les rues. C'était décourageant aujourd'hui. Le jour où nous enregistrons ceci, c'est-à-dire mercredi, on voit des rapports de Vénézuéliens arrêtés dans la rue, rassemblés et arrêtés pour avoir soutenu et célébré l'arrestation de Maduro. Donc, clairement, ben, les choses restent comme avant, sauf que maintenant, c'est la vice-présidente qui est, entre guillemets, présidente du pays. Eh bien, vous savez, il faut mettre la pression là-dessus et dire, hey, non, on ne va pas tolérer ça. D'accord, mais encore une fois, si on commence à laisser passer ça, la prochaine chose que vous saurez, il y aura des manifestations dans la rue, peut-être de la violence, etc. Je veux dire, ce qu'on essaye d'éviter, c'est l'effusion de sang, mais on ne veut pas non plus que quelqu'un soit de nouveau arrêté. C'est une ligne très fine. Je ne veux pas dire, je comprends pourquoi notre administration ne dit rien. Moi, je m'exprimerai. Et vous savez, les gens ont le droit, une des premières choses à faire, les gens ont le droit de manifester, etc. Mais on ne veut pas que ça en arrive à ce point-là. Il y a des effusions de sang, vous savez, et puis il y a une sorte de guerre civile interne au Venezuela. Il faut une transition pacifique du pouvoir. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. D'accord. Oui, absolument. Je n'envie ni l'administration ni le secrétaire d'État. Marco Rubio, actuellement, doit avancer prudemment, n'est-ce pas? Il s'agit d'une transition pacifique du pouvoir. Oui, c'est sûrement la partie la plus difficile, non? Renverser ces dictateurs paraît presque facile, mais ensuite, il y a le principe du tu casses, tu achètes. Donc, si on les fait tomber, il faut s'assurer de savoir ce qui va arriver ensuite. Ce qui pourrait aussi être le problème à Cuba, non? Donc, si on devait renverser l'administration là-bas, qui serait en place après toutes ces années? Au Venezuela, il existe au moins une soi-disant opposition. C'est peut-être un cas test, comme tu l'as dit, pour le pétrole. Le président a annoncé à la télévision que les États-Unis allaient de prendre du pétrole pour le marché américain. Penses-tu que ce sera temporaire ou que tout redeviendra comme avant, un peu comme une carotte pour le gouvernement vénézuélien? Je pense que, tu sais, leur pétrole est sous sanction et le fait que nous le prenions et que nous le revendions ensuite au prix du marché signifie qu'il y aura probablement, au final, plus d'argent pour le Venezuela. Comme je l'ai dit, même avant, ils vendaient leur pétrole sur ce marché noir. Ils avaient cette flotte clandestine. Tu sais, ils essayaient de contourner toutes ces sanctions. Désormais, ce pétrole peut être vendu au prix du marché, alors qu'avant, le Venezuela le vendait à un tarif très réduit. Et puis les Russes et les Chinois le raffinaient et c'est eux qui faisaient de l'argent, non? Donc maintenant, si c'est nous qui nous en occupons, tu sais, on peut le vendre au prix du marché et ensuite on peut. On peut utiliser cet argent pour aider le Venezuela, aider les actifs vénézuéliens, pour aider le Venezuela et le peuple vénézuélien. S'ils ne coopèrent pas, alors tu sais, il se pourrait que de bonnes choses ne leur arrivent pas, tu sais, à ces gens-là. Mais quoi qu'il en soit, tu sais, ils pourraient changer d'avis et dire, oh non, nous allons coopérer avec les États-Unis. Ils vont faire tout ce que tu veux et continuer à opprimer leur peuple et rester au pouvoir. Ce sont les mêmes personnes qui oppriment le peuple depuis 25 ans. Je ne leur fais pas du tout confiance. Donc, nous devons avancer et nous devons avancer plus vite plutôt que plus tard. Maintenant, le plus tôt sera le mieux. Donc, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. J'ai confiance en
Notre président, notre secrétaire d'État et notre secrétaire à la guerre doivent agir pour assurer autant que possible une transition pacifique vers la démocratie. Oui, et si nous pouvons zoomer un peu pour que les gens comprennent pourquoi ils devraient se soucier de ce qui se passe au Venezuela. Vous avez parlé un peu des intérêts américains directement. Un État narcoterroriste qui introduit de la drogue aux États-Unis, causant la mort de milliers, voire de millions de personnes, n'est-ce pas logique? Pouvez-vous aider? Aidez-nous également à comprendre comment le Venezuela était lié à l'Iran, au Hezbollah, au Hamas et à la Chine, et comment cet accès passait par l'Amérique latine. Eh bien oui, ce régime collaborait activement avec le Hezbollah. Leur bastion dans notre hémisphère occidental se trouve au Venezuela. Ils sont alliés avec la Chine, ils sont alliés avec la Russie. Et c'est pourquoi les Chinois et les Russes les aidaient à essayer de contourner toutes ces sanctions, vraiment pour leur propre intérêt. Ils achetaient le pétrole à bas prix, le revendaient et gardaient les profits. Donc ils ont établi des bases, pas des bases militaires, mais ils ont certainement des bases d'opération en Amérique latine. Cuba est très fortement impliqué au Venezuela. Si vous remarquez, toutes les personnes de la sécurité qui ont été tuées étaient cubaines. Et donc, Nicolas Maduro était en fait, il était entouré de Cubains, Je ne le savais pas. pas des Vénézuéliens. Il était entouré de Cubains. Donc, Cuba dirigeait en fait le Venezuela. Et est-ce que Nicolas Maduro avait peur de son propre peuple, probablement, ou est-ce que Cuba avait déjà fourni la sécurité? Et maintenant, qui est le patron? Est-ce lui qui dit à son appareil de sécurité quoi faire, ou est-ce l'appareil de sécurité qui lui dit quoi faire? Je ne sais pas, mais c'est très révélateur que ce soit les Cubains qui essayaient de garder et de protéger Nicolas Maduro et non l'inverse. Donc, vous savez, si Cuba est impliqué, cela veut dire que la Chine est là, que la Russie est là, et elles étaient toutes les deux présentes. Et puis l'Iran est là aussi, et l'Iran était là aussi, le Hezbollah était là aussi. Donc, vous voyez, tout cela est lié. Oui, absolument. J'aime observer comment tout est interconnecté dans le monde. Beaucoup ignorent l'impact de la guerre avec l'Iran sur le Venezuela et inversement. À Cuba, il existe de nombreuses économies parallèles, le côté obscur et le côté rouge, blanc et bleu. C'est ainsi que je le perçois. On a beaucoup discuté, monsieur le député, du rôle du Congrès. Vous avez allumé CNN et tout ce qu'ils font, c'est crier que le président n'est pas venu devant le Congrès pour demander la permission. D'abord, pouvez-vous en parler un peu et ensuite évoquer la suite des choses? Quel rôle voyez-vous pour le Congrès peut-être dans la reconstruction ou la reconstitution du Venezuela? C'est une action des forces de l'ordre, pas une guerre. Nous n'avons ni troupes ni soldats sur place. Nous n'avons pas déclaré la guerre. Nous arrêtions quelqu'un dans un autre pays avec le fait que nous avions besoin de moyens militaires pour effectuer cette arrestation, pour que les agents chargés de l'arrestation puissent effectivement procéder à cette arrestation. C'est quelque chose de différent et le président n'a pas besoin de nous en informer et le président n'a pas besoin de nous consulter à l'avance. Je pense qu'il a 48 heures après les faits pour nous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il a fait. Il s'y est sûrement conformé peu après l'événement. Donc, je ne crie pas pour dire, vous savez, pourquoi je n'étais pas au courant, tout ça. Je veux dire, nous sommes 435 membres ici. Si on avait dit, appelé pour dire, hé, au fait, aujourd'hui, on va aller chercher Maduro, peut-être que l'un de ces 435 aurait dit quelque chose de travers à la mauvaise personne. Peut-être qu'un ou deux d'entre eux lui auraient envoyé un message. Peut-être que notre Église aurait été en danger. D'accord, donc je comprends exactement pourquoi, tu sais, ça s'est passé dans l'ordre où ça s'est passé et je n'ai absolument aucun problème avec ça. Et comment tu gères ça? Ben, quand le président dit que les États-Unis sont désormais responsables du Venezuela, Je le prends en compte, les États-Unis sont responsables du Venezuela à travers notre influence, et je crois que notre influence est d'ordre économique, le pétrole, etc. Je pense aussi qu'il y a d'autres leviers. Le fait que la nouvelle présidente, la présidente intérimaire, je vais l'appeler présidente, mais en réalité, elle est illégitime aussi parce qu'elle fait partie de ce régime. n'est-ce pas? Le dirigeant, disons-le comme ça, du Venezuela peut regarder et dire, oh mon Dieu, Maduro avec toute sa sécurité, etc., etc. Ils l'ont eu. Les États-Unis peuvent m'avoir à tout moment. Et donc, il est probablement dans mon intérêt pour ma propre protection de coopérer les deux, car les États-Unis ont un levier économique et nos forces restent présentes dans la région. Il subsiste donc cette menace implicite.
Non seulement nous pouvons exercer une pression économique, mais aussi un jour réellement vous atteindre. C'est là que je pense que vraiment, quand ils disent que nous dirigeons le Venezuela, cela signifie que nous avons des outils économiques à notre disposition qui feront pression sur le régime pour qu'il fasse ce que nous voulons qu'il fasse, de la manière dont nous voulons qu'il soit fait. Et pour la dernière question, si nous regardons maintenant, quand Rubio a été élu secrétaire d'État et a prêté serment, la première chose que j'ai dite, c'est « Enfin, nous avons un secrétaire d'État » qui se soucie de ce qui se passe au sud de notre frontière, n'est-ce pas? Parce qu'il semble notoire que la politique étrangère américaine ignore l'Amérique latine alors que la Chine, l'Iran et tant d'autres forces s'y intéressent autant. Nous l'avons, ni pour des raisons commerciales ni politiques, ce qui me dépasse. Donc, quand Rubio et son équipe ont été nommés, nous le connaissons tous comme une autre figure politique originaire du sud de la Floride qui a atteint les plus hauts niveaux. Nous le connaissons tous, alors tout le monde est ravi de le voir, lui et son équipe, qui ont un impact évident. Selon vous, quelle est la stratégie globale pour l'Amérique latine? Sous Trump, en 1947, le Chili a un nouveau président, José Antonio Caz, JK. Leur nouveau parti, soi-disant républicain, est en réalité pro-Amérique. Chaque pays est soit pro, soit anti-Amérique, sans beaucoup de nuances. Comment percevez-vous la politique pour l'Amérique latine sous cette administration? J'ai vu beaucoup de ces pays basculer à droite, se rapprocher davantage de l'Amérique, le Honduras, le Chili, maintenant l'Argentine. Donc j'ai vu beaucoup de ces pays basculer vers la droite. Ainsi, la plupart des pays d'Amérique centrale et du Sud ont approuvé l'action des États-Unis. Trois d'entre eux ne l'ont pas fait. Le Chili, parce qu'elle est toujours sous le contrôle, vous savez, du régime de gauche. Le Brésil sous Lula, régime de gauche. Et puis Sheinbaum au Mexique, régime de gauche, très à gauche, ou pas vraiment un régime. C'est elle la présidente, d'accord? Donc ça ne m'a pas surpris qu'il se soit prononcé en faveur, mais la plupart des nations ont soutenu ce que nous avions fait. Et la destitution de Nicolas Maduro, le Chili va bientôt changer, je veux dire, le Chilien, le nouveau président, celui qui va bientôt prêter serment, a dit qu'il nous soutenait. La Colombie est concernée car ils ont Petro, qui a aussi exprimé des inquiétudes à ce sujet, mais Petro, il va y avoir des élections maintenant en mai 2026 avec un changement, vous savez, avec un changement de gouvernement en août. Espérons que ce sera à nouveau un retour vers les États-Unis et un éloignement de cela. Vous savez, je ne dirai pas ce que je pense de lui, mais je n'ai pas une grande opinion du président de la Colombie. Attendons de voir ce qui arrive avec le Brésil et Lula. J'ai l'impression de faire des allers-retours, mais Lula a toujours été un adversaire des États-Unis. Il n'a jamais vraiment été un ami pour nous. Il veut créer un nouvel ordre mondial avec la Chine, la Russie et le Brésil. Donc le Brésil est un grand pays, mais ils sont dans notre hémisphère. Écoutez, il a été élu démocratiquement, etc. Donc, vous savez, c'est bon, vous pouvez être ailleurs. C'est la même chose avec la Colombie, la même chose avec le Mexique, mais nous voyons un virage à droite dans tout l'hémisphère. Qu'apporte Rubio, qu'apporte Trump? Ils apportent un nouveau regard sur notre hémisphère, un endroit que nous avons trop longtemps ignoré et nous en avons payé le prix pour cette ignorance. Ignorer nos propres voisins a un prix. Et je pense que nous l'avons payé. Nous avons vu quel était ce prix. Et maintenant, vous savez, le président Trump et notre secrétaire d'État essaient d'inverser cette tendance. Oui, et j'espère qu'ils utiliseront aussi les leviers économiques qui ont servi à encourager l'alliance avec les États-Unis partout dans le monde et même dans notre hémisphère. Je pense qu'il y aurait un impact énorme, vraiment énorme, et je vais juste conclure avec ceci. La semaine dernière, nous avons vu des manifestations revenir dans la rue. Ils ont échangé leurs drapeaux palestiniens contre des drapeaux vénézuéliens, mais ils ne savent même pas s'ils sont maintenant pro-Maduro. Soudainement, j'attendais toujours de voir contre quoi ces idiots, excusez l'expression, allaient protester ensuite, après la fin de la guerre et le retour des otages à la maison. Tous sauf un, je ne l'avais pas prévu, qu'ils soutiendraient un dictateur communiste. Eh bien, ils soutiennent tous les dictateurs. Ne t'inquiète pas, ne le prends pas personnellement. D'accord? Tout tourne autour des dictateurs. Et donc, tu sais, il y a une femme ici qui vient souvent et je sais qu'elle est financée par quelqu'un, donc elle est généralement là. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à Gaza? Qu'en penses-tu? Tu sais, elle est très anti-Israël, elle est aussi très pro-Cuba et aujourd'hui, elle va bien. Que penses-tu de ce qui se passait au Venezuela? Et tout ça, c'est scandaleux, toute cette histoire. Alors, j'ai dit,
Eh bien, et toi, tu penses quoi? Est-ce que tu crois que les États-Unis prennent le pétrole? Ma réponse à cela, c'est que tu vas sûrement perdre ton financement personnel car ces groupes sont probablement financés au même endroit et je suis sûr que le Venezuela a financé cette personne. D'accord. Et donc, tous ces gauchistes, tu sais, je vais citer un nom, Soros, d'accord, d'une manière ou d'une autre, des organisations liées à Soros, d'accord. Le président, hier, dans son discours, a dit qu'il était très impressionné par leurs pancartes, de très belles pancartes. D'accord, cher. Alors, d'où diable viennent-ils tout cet argent? D'accord, imprimé, magnifique, superbe, a-t-il dit. C'était une belle nuance de jaune. D'accord. Et qu'on devait d'une manière ou d'une autre engager cette même personne pour nous, vous savez, dans le Parti républicain, parce qu'il faisait de belles pancartes ou elle faisait de belles pancartes. Mais tout cela était exagéré, obscène. Alors, comment font-ils pour rassembler tout cet argent aussi rapidement? Pour toutes ces causes, il doit bien y avoir un endroit central pour toutes ces causes. Quel est, vous savez, le point qui les unifie idéologiquement? L'idéologie de gauche, d'extrême gauche, communiste, socialiste, c'est ce qui les rassemble ainsi qu'une haine d'Israël. Ça les rassemble aussi, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'Israël est un pays prospère et capitaliste. Et une démocratie, n'est-ce pas? Ces gens détestent juste les démocraties, vous voyez? Oui, cela leur rappelle aussi le code moral biblique que beaucoup ne suivent pas. Au fil des années, nous avons entendu divers arguments de différentes personnes sur les raisons, notamment l'argent. La seule lueur d'espoir que je vois, monsieur le député, c'est que l'argent et l'influence, presque tout vient de l'étranger, ce n'est pas de la part de nos concitoyens américains, c'est juste l'influence ici en Amérique. Si nous empêchons l'argent étranger d'entrer dans les universités et les manifestations, non seulement nous mettrons en lumière le problème, mais nous le bloquerons. Selon moi, cela améliorerait nettement la situation. Nous avons des droits constitutionnels, dont celui d'exprimer notre opinion. C'est pourquoi nous vivons aux États-Unis et j'en suis fier. Je défendrai ce droit. Oui, mais si vous agissez à la demande d'un gouvernement étranger et qu'il vous dise quoi dire et comment le dire, Vous pouvez faire ça aussi. C'est pour ça qu'on vit en Amérique, c'est le plus grand pays du monde. Mais je suis sûr que si vous demandez à beaucoup de manifestants, hey, pouvez-vous prononcer Venezuela? Je parie qu'ils ne savent même pas prononcer Venezuela. Sérieusement, pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la cause pour laquelle on nous paie aujourd'hui? Ça, je suis payé pour ça, car ce sont des manifestants professionnels. Peut-être qu'ils croient à leur cause, mais ils sont payés pour manifester. C'est leur mode de vie. La femme dont je parle est toujours là. Comment fais-tu? Comment ça se fait? Tu es toujours là? Tu ne travailles pas, je veux dire, tu le sais. Donc, quelqu'un la finance pour qu'elle soit ici à protester contre tout. je l'ai déjà rencontrée et voulais l'affronter, mais elle fait juste 1,48 m. Oui, c'est vrai. Et c'est une dame âgée, frêle. Elle paraît plus âgée en personne que sur la vidéo, donc je l'ai laissée tranquille. Ouais, ouais. Au fait, elle s'appelle Sue. Suzanne, pas m'aider, elle s'appelle Suzanne. Ah, son vrai nom est Suzanne, compris? Alors, assure-toi de l'appeler par son vrai nom. Elle s'appelle Suzanne. Je l'appelle Sue. D'accord, elle n'aime pas ça. Je m'en souviendrai. Merci, monsieur le député Jiménez, d'avoir clarifié et approfondi la situation. Aujourd'hui, les gens veulent seulement les gros titres. J'apprécie que l'on approfondisse et qu'on aide à comprendre l'importance de cette semaine en Amérique. Merci, c'est toujours un plaisir de vous voir, Gabe. Merci à tous. Likez, abonnez-vous et à bientôt.